Bien, alors, donc pour cette deuxième table ronde, explorer les formes du vivant à travers leur matérialité, entre imaginaire poétique et modélisation scientifique, nous sommes absolument ravis d'avoir sur le plateau Julie Pelletier, donc, qui est artiste plasticienne. Vous avez pu voir son travail dans l'expo Biomorphisme. Alors Nathalie Delprat, alors elle est physicienne, et elle s'est découverte sur le tard une vocation de créatrice d'images. Pas du tout sur le tard. Mais... Pas du tout sur le tard. C'était depuis le début. Depuis toute petite. Oui. Bon, ça va. Ensuite, nous avons Carlos Lobo, qui est professeur de philosophie, spécialiste de phénoménologie, comme vous avez pu vous en apercevoir il y a 10 minutes. Et Julien Bernard, qui est le porteur du projet Biomorphisme, donc, qui nous devons, à la suite de très grands efforts, voilà, les colloques auxquels vous assistez et l'exposition au-dessus. Voilà. Je suis Pascal Taranto, je suis professeur à AMU et je suis en ce qui concerne cette table ronde, l'animateur. Voilà. Donc, explorer les formes du vivant à travers leur matérialité, avec la discussion qui vient d'avoir lieu sur l'empathie, il y a eu quelque chose de très intéressant, c'était qu'on pourrait caractériser la philosophie occidentale assez rapidement, à très gros traits et caricaturalement, mais bon, il faut le faire parfois, comme un long et douloureux divorce entre l'ego, entre l'homme et la nature, l'objet, la chose à l'extérieur de lui, l'altérité pure, l'externe en quelque sorte. L'empathie, c'est une manière de retisser en quelque sorte des liens perdus, puisque sur la question de la sympathie et de l'empathie tout à l'heure, il faut préciser que quand on parlait du vivant, du monde comme un vivant, et de l'homme comme possédant lui-même une place au sein de ce vivant, étant vivant lui-même, c'est un très très vieux concept qui remonte au moins aux stoïciens et très probablement à des sources orientales de la philosophie occidentale. Donc avoir perdu à cause d'un certain dualisme, à cause d'une certaine séparation brutale, d'un abîme mis entre l'homme, sa conscience et le reste du monde, avoir perdu ce rapport direct, ça a été pour nous une manière dans l'histoire de nous poser comme les êtres par lesquels, au terme de la réflexion, nous parvenons à une connaissance de l'objet, mais ça a été aussi perdre un rapport naïf, un rapport sensible, perceptif que nous avions avec le monde. Depuis le romantisme, depuis le XXe siècle, le travail sur l'empathie a consisté aussi à nous dire, ben voilà, on peut se projeter dans les choses et se réapproprier les choses, les réanimer en quelque sorte. Hein, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Mais le problème de la matérialité, c'est encore autre chose qui menace de réinstaurer une coupure, puisque disons, la séparation la plus forte, c'est celle classiquement posée dans la philosophie occidentale, entre l'âme et le corps, entre l'esprit et la matière. Alors pourquoi? Parce que l'esprit se perçoit lui-même comme activité, tandis que la matière, cet extérieur pur, est toujours conçu comme une forme passive, quelque chose qui, au contraire de nous-mêmes, appartient aux choses mortes. Alors surmonter le défi d'animer le matériel, pas simplement l'objet, mais la matière elle-même, c'est plus compliqué encore. Et ici, on a en quelque sorte deux extrêmes qui sont posés dans le titre, vous voyez, l'imaginaire poétique, la modélisation scientifique. La modélisation scientifique, bon, c'est ce qui fait appel, disons, au concept, à une forme d'abstraction. L'imaginaire poétique, c'est ce qui cherche, au contraire, à retrouver dans la matière, par l'intermédiaire d'une sensibilité et d'une attention à une certaine sensibilité, un contact perdu avec le monde matériel. Alors ce contact perdu, il va être rétabli par l'imagination, par l'imaginaire, et plus généralement par la notion d'image. Alors sans aller chercher le chêne kantien, qui est un art caché au fond de l'âme humaine, on peut dire que pour nous, se faire une image de la matérialité et de la matière, c'est essayer de redonner une substance, mais qui soit par nous appropriable. Donc pour parler de cela, il nous a semblé très intéressant d'évoquer la figure de l'épistémologue et philosophe français Gaston Bachelard, bien sûr, qui est un des philosophes à avoir le plus brillamment tenté cette synthèse entre une pensée qui soit à la fois conceptuelle, qui ne laisse rien, si vous voulez, à la pensée scientifique, en quelque sorte, qui ne laisse rien d'exclusif à la pensée scientifique, mais qui essaie au contraire d'en faire l'analyse, voire la psychanalyse, et de la réapproprier à un imaginaire poétique. Alors pour parler de Gaston Bachelard et expliquer pourquoi donc, cette table ronde va être placée sous cette figure titulaire, nous allons nous tourner vers Julien Bernard, qui va nous dire ce qui, chez Bachelard, a pu intéresser l'exposition Biomorphisme, et ce qui, chez Bachelard, peut constituer une possibilité pour nous de nous
réapproprier ce monde matériel au sein duquel le vivant agit comme un matériel étrange. Alors oui. Oui, donc on a décidé de parler de Bachelard comme une sorte de prétexte pour ancrer notre discours, enfin c'est plus qu'un prétexte, mais pour ancrer notre discours sur la matérialité, parce que à la fois vous parlez de matérialité et vous parlez des rapports hors-sciences, c'est un petit peu les deux thématiques au cours desquelles nous avons décidé de discuter. Et il se trouve que Bachelard, c'est une figure qui est intéressante à la fois sur les deux plans. Il est intéressant pour nous parler de la matérialité et pour nous parler de l'art-science. Et en fait, de comment est-ce que la question de la matière et de l'imagination matérielle va être pris à la fois dans la réflexion scientifique et dans la réflexion poétique, en un sens large de poésie, c'est-à-dire de la production artistique, en fait. Donc là, c'est juste une liste de titres de Bachelard, mais qui déjà vous montre un petit peu la double facette du personnage. C'est-à-dire que vous avez le Bachelard épistémologue, c'est-à-dire théoricien de la science, qui a écrit donc, la formation de l'esprit scientifique, le nouvel esprit scientifique, la philosophie du nom. Donc vous voyez des titres qui sont en fait des ouvrages véritablement de philosophie de la science. Et puis d'autres ouvrages avec des titres qui déjà d'eux-mêmes connotent un certain glissement. Hein. Vous voyez l'eau et les rêves, l'air et les songes, la terre et les rêveries du repos, la terre et les rêveries de la volonté, la poétique de l'espace. Donc, en particulier des ouvrages dans lesquels apparaissent des titres, les noms des éléments qui sont connus depuis l'Antiquité, depuis les présocratiques, eau, terre, feu, qui ont été en fait réutilisés dans la pensée de Bachelard pour venir catégoriser ce qu'il appelle les tempéraments poétiques. Et donc, il faut savoir, pour comprendre un petit peu ce personnage à double facette, hein, qui est en prise à la fois avec la science et avec la poésie, que Bachelard a commencé donc, par réfléchir sur les sciences de la matière et ce qu'il considérait comme étant des pré-sciences de la matière, c'est-à-dire il s'intéressait à l'alchimie, il s'est intéressé aux anciennes théories de la chaleur et de ces éléments. Et petit à petit, son intérêt pour l'imaginaire chez les pré-scientifiques, disons, a dérivé vers un intérêt vers l'imaginaire poétique. Alors, est-ce que tu peux basculer simplement je voulais juste lire ces quelques lignes et ensuite continuer la discussion. C'est des lignes qui viennent de l'introduction de L'eau et les rêves, donc un de ces ouvrages de Bachelard dits élémentaires, dans lequel il nous dit « Nous croyons donc qu'une doctrine philosophique de l'imagination doit avant tout étudier les rapports de la causalité matérielle à la causalité formelle. Ce problème se pose aux poètes aussi bien qu'aux sculpteurs. Les images poétiques ont elles aussi une matière. » Donc, à travers ce texte, cette opposition entre matériel et formel, en fait, ce que veut dire Bachelard, c'est que souvent on croit que ce qui va intéresser l'artiste, aussi bien le poète que le sculpteur, finalement, c'est avant tout la forme plutôt que la matière. Et Bachelard glisse en disant pas du tout, on ne voit que la moitié des choses artistiquement, si on croit que c'est uniquement la forme de l'objet artistique qui est importante. Mais en fait, il y a aussi beaucoup de poésie et d'esthétique dans la prise en considération de la matière par l'imagination et par ce qu'il appelle en fait l'imaginaire et la rêverie. Peut-être que Nathalie pourra dire plus précisément qu'est-ce que c'est que cette rêverie et cet imaginaire chez Bachelard. Alors, merci. Il est très intéressant de noter aussi que la théorie des 4 éléments, c'est une des toutes premières théories d'analyse de la matière, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est tout élément, tout objet censé être constitué en proportions diverses de ces 4 éléments. Le fait d'avoir voulu les distinguer et d'en faire le symbole d'une certaine façon poétique, c'est extrêmement significatif, en fait. Donc, à la notion d'imagination matérielle se rattache le travail, je pense, de Nathalie, qui va maintenant nous présenter la manière dont on peut lier ces concepts de matière et de rêve à travers des images, mais des images d'un genre un peu particulier. Oui, en fait, je me suis intéressée dans plusieurs projets recherche et création aux liens qui pouvaient exister entre toute la théorie de Bachelard sur l'imagination matérielle, donc vraiment, comme l'a dit Julien,
l'imagination liée à une matière et le fait qu'on ne rêve pas de la même façon quand on regarde un petit nuage dans le ciel ou quand on est devant la mer ou devant un petit ruisseau, et de savoir en quoi ces différentes matières vont nous permettre d'imaginer de façon différenciée. Et l'idée, c'est de mettre en perspective ces travaux, donc sur la rêverie matérielle, avec les technologies les plus récentes de la réalité virtuelle, c'est-à-dire l'utilisation des images virtuelles que vous connaissez, soit du côté de ce qu'on appelle les réalités mixtes avec votre smartphone, vous pouvez avoir des réalités augmentées, c'est-à-dire rajouter des images virtuelles sur des images réelles, ou bien avec les casques qui vous permettent d'être immergés dans un environnement virtuel, avec des lunettes stéréoscopiques qui vous permettent d'avoir une vision en 3 dimensions, ou bien ce que je disais, des réalités mixtes, où on n'a pas tout cet appareillage, mais où on va être immergé en lien avec des images virtuelles, simplement parce qu'on va interagir avec ces images. La position que j'ai prise en partant des travaux de Bachelard, donc sur les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, dont il disait que c'était les 4 hormones de l'imagination. L'idée donc c'est d'essayer de voir si en fabriquant une représentation virtuelle du corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle un avatar, est-ce qu'il serait possible de ressentir cette matière, c'est-à-dire, donc on l'a peut-être en rejoint ce qui était dit dans la table ronde précédente, en quelque sorte, essayer de tester une empathie envers une matière, mais pour que cette empathie, en fait, on puisse s'approprier cette matière, le faire à travers un changement de la densité corporelle de votre corps, enfin, un changement virtuel de la densité de votre corps. C'est-à-dire la possibilité de voir votre propre corps avec soit la densité d'un nuage, la densité d'une flamme ou de gouttes d'eau, comme vous pouvez le voir là, dans ce que j'appelle en fait un avatar matériel, avatar feu, avatar nuage, avatar eau, donc une représentation de vous-même, mais avec la forme, donc par exemple d'un nuage, mais pas simplement la forme. Il ne s'agit pas simplement de se voir sous la forme d'un nuage, mais bien d'expérimenter la matière, les qualités, les propriétés matérielles d'un nuage ou de l'eau. Par exemple, si je vous dis d'imaginer que se passerait-il si votre corps était transformé en nuage. Je vous laisse 5 minutes, voilà, 5 secondes. Imaginez ça. Et ensuite, je vous dis, maintenant, marchez. Votre corps est un nuage, marchez. Imaginez que vous marchez et que votre corps a la densité d'un nuage. Si maintenant, il y a un courant d'air, qu'est-ce qui va se passer? Et je peux donc vous poser des questions à la fois sur votre ressenti corporel. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Le fait que, par exemple, certains vont imaginer se transformer sur un petit nuage évanescent, très léger. Alors vous allez me dire, je vais flotter, je vais être comme suspendu dans l'air. Puis d'autres, au contraire, vont imaginer qu'ils sont un nuage très épais, comme du brouillard. Donc qu'est-ce qui se passe si mon corps se transforme vraiment en brouillard? Et puis après, je peux vous poser la question, mais comment vous sentez-vous? Si vous imaginez, à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez? Mais comment vous sentez-vous? Quelles sont les émotions qui vont émerger? Est-ce que vous allez être, je ne sais pas, joyeux? Vous allez trouver ça agréable ou désagréable? Eh bien, l'idée, dans les plusieurs projets que j'ai menés, c'était effectivement d'essayer de pouvoir faire tester virtuellement, donc faire quelque chose de réversible, pour pouvoir revenir à son état normal, donc virtuellement, de se transformer, on a commencé par les nuages, donc par exemple de se transformer en nuage, de faire tester aux personnes différents types de nuages, de voir en fonction des propriétés matérielles du nuage, si c'est un nuage léger, compact, etc., qu'est-ce que les personnes allaient ressentir, mais aussi leur poser la question de comment elles se sentaient à ce moment-là de l'expérience. Donc tout à l'heure, quand je vous ai dit imaginez-vous en nuage, je vous ai proposé une expérience de rêverie, et voilà, donc la rêverie dont Bachelard parle, mais avec le filtre de la poésie, puisqu'il essaye de comprendre les lois de l'imaginaire en s'inspirant de tous les poèmes qui sont en lien avec une matière, en essayant de comprendre
comment on pourrait établir donc des lois, des relations de cause à effet. Eh bien là, c'est la même idée. La question qu'on s'est posée, c'est, mais si on peut transformer virtuellement les gens en nuages, on va pouvoir après, en fonction du type de nuage qui a été simulé, leur demander quel est le ressenti et essayer de voir si on peut, alors quantifier, c'est un mot important, mais au moins évaluer, avoir une évaluation à la fois du ressenti corporel, émotionnel, psychique qui va se passer. Alors, je vous montre alors, se poser la question de que va-t-on ressentir avant, il faut quand même savoir, c'est est-ce qu'on peut le faire, hein, c'est la première chose. Est-ce qu'on peut transformer quelqu'un virtuellement en nuage? Et effectivement, après, donc on a fait 3 projets, projet nuage, projet rêverie augmentée et projet élémentaire en ce moment. Donc je vous ai fait faire en imagination une expérience de rêverie. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est une expérience de rêverie augmentée. Augmentée au sens de la réalité augmentée. Comme on dit, voilà, vous regardez dans les musées, vous vous baladez avec votre téléphone et puis vous pouvez voir s'inscrire à côté du mur ou sur le tableau une description du tableau qu'il y avait derrière. Donc ça, c'est la réalité augmentée. On apporte des informations virtuelles sur le réel qui ne sont pas visibles. Et bien là, la proposition, c'est de faire une expérience de rêverie augmentée, c'est-à-dire d'augmenter sensoriellement par les images virtuelles l'imaginaire qui est associé à votre ressenti. Donc il s'agit là d'une question, certes, sur l'imaginaire, mais aussi sur la boucle qu'il va y avoir entre perception, imaginaire et aussi action, parce qu'on va aussi évidemment interagir. Donc simplement pour aller vite, le dernier dispositif, c'est une petite caméra, tel qu'il est d'ailleurs là-haut dans l'exposition, c'est une caméra Kinect qui va vous filmer et extraire simplement un squelette numérique. En chaque point de ce squelette numérique, en fait, on va pouvoir émettre des particules. Ça s'appelle un moteur de particules. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, ça vous avez déjà dû le voir ou faire l'expérience, quand vous avez un squelette numérique, il vous suit partout, hein, c'est un miroir. Sauf que là, on va fabriquer un miroir déformant. Déformant dans le sens que la densité de ce squelette, qui est vous, en fait, va varier en fonction des paramètres que l'on va mettre. Et donc, on va pouvoir contrôler différents types de matières et même ajouter des effets. Et donc, je vais vous montrer un petit extrait. On a évidemment ici la possibilité de faire des avatars nuages qui ont une forme très proche de la vôtre. Vous pouvez retrouver vos bras, vos jambes, et vous pouvez donc évaluer, enfin vous pouvez tester différentes densités du nuage. Par exemple, ici, vous avez un nuage qui est beaucoup moins dense que l'autre, donc qui va être dynamiquement plus réactif. Vous pouvez aussi faire des nuages très très compacts, qui ont plutôt une forme enveloppante, et vous allez avoir du mal à savoir vraiment où vous vous trouvez. Et quand vous allez marcher, comme le nuage a une durée de vie, enfin la représentation est très très lente, vous allez laisser une trace. Donc en fait, quand vous allez marcher, vous avez une trace, et si vous marchez beaucoup, vous n'allez plus savoir où vous êtes, vous n'allez plus retrouver votre corps. On peut aussi encore aller plus loin dans l'abstraction et faire des nuages. Alors on leur a tous donné un nom, alors évidemment les spécialistes des nuages se sont arrachés les cheveux, mais on leur a donné des noms de vrais nuages. Donc le premier c'est un petit cumulus, avatar cumulus, le second avatar stratus, là, etc. Ce que vous avez vu, c'était un nuage très très abstrait. Maintenant, sur ces nuages-là, on peut rajouter des effets. Par exemple, un effet de vent qui va être contrôlé par la personne. Donc vous allez pouvoir faire envoler votre corps dans l'espace et vous allez pouvoir choisir dans quelle direction il va partir. Ou le faire venir vers vous, par exemple. Avec en plus des effets sonores qui vont pouvoir se rajouter. Alors, vous allez me dire, ça va être quand même compliqué, parce que tout le monde, dans l'imaginaire, quand chacun se pense nuage, chacun pense je vais me sentir léger, pas léger, etc. Si on suit Bachelard, effectivement, ce qu'il dit, c'est que si on se concentre simplement sur les 4 éléments, on va pouvoir réussir à trouver des caractères un peu réguliers dans le descriptif de l'imaginaire qui va être associé. Et en fait, c'est vrai, c'est-à-dire que globalement, on peut dire, quand on va proposer à la personne tel type de nuage, eh bien, on va avoir tel ressenti. Alors, par exemple, j'ai le sentiment de voler, j'ai le sentiment qu'il y a une force qui me pousse. Des choses qui sont assez faciles à expliquer d'un point de vue de la perception. On peut même avoir des illusions perceptives. Je ressens la matière à l'intérieur de mon corps, par exemple. Quelqu'un m'a dit, oui, j'ai l'impression qu'on me masse de l'intérieur, que le tourbillon, il est à l'intérieur de moi. Et puis, on peut avoir, en fonction de la... C'est intéressant, c'est un débat qu'on pourra avoir entre la forme et la matière, d'ailleurs. Pour des formes beaucoup plus abstraites, alors on va avoir des retours qui peuvent paraître étonnants.
bon, ça concerne très peu de gens, mais ça, à peu près entre 10 et 15% de personnes qui peuvent avoir le sentiment de se morceler, que leur corps se vide, par exemple. Donc, c'est pas forcément agréable pour eux dans ce cas-là. Et donc, je ne vais pas aller plus loin dans l'explication, mais on essaye, c'est compliqué, parce qu'évidemment, c'est des ressentis qui sont très difficiles à verbaliser, mais il y a des pistes, effectivement, du côté des neurosciences, du côté de la psychanalyse, et ces pistes concernent en fait l'idée que là, on simule un corps dont les frontières peuvent être effacées, elles peuvent être trouées, elles peuvent être ouvertes. Et en fait, on n'est pas tous égaux vis-à-vis du schéma corporel qui va se former dans notre cerveau. Et pour certaines personnes, ça va être extrêmement déstabilisant, au point même de perdre leur... Alors, c'est pas simplement perceptif, mais le retour, c'est je perds des bouts de moi, je perds des bouts de mon être. Donc c'est vraiment, ça impacte ce qu'on appelle, ça perturbe en tout cas la représentation du moi, donc c'est-à-dire dans des émotions qui sont vraiment des émotions à des strates de conscience très, très minimales, et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller de partir de cette filiation de Bachelard et d'aller vers de possibles prolongements du côté de la remédiation thérapeutique, par exemple. Et évidemment, il y a aussi tout l'aspect esthétique et poétique avec des prolongements artistiques. Voilà. Donc là, on a affaire à une superbe alliance entre la technique, la rêverie, la poétique, la production de formes, en fait, le corps et l'encorporation. Donc là, on a affaire en quelque sorte à une manière de tester des concepts philosophiques assez pointus qui sont ceux d'embodiment, de phénoménologie directe de la chair sensible par la projection. Enfin, c'est très intéressant. On pourrait peut-être en rediscuter, mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de discuter de quelque chose qui est complètement immatériel, hein, même si on peut avoir un ressenti, parce que c'est le mouvement, c'est kinesthésique, il y a l'imaginaire qui rentre là-dedans, mais il faut aussi un peu bouger, alors lentement, si jamais vous allez tester bouger lentement, parce que plus on bouge lentement, plus on a de ressenti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'ailleurs, je vous préviens, vous n'aurez pas tous ces effets-là, parce que dans les salles qui est là-haut, qui est plutôt sur les aspects artistiques, je n'ai pas mis le temps suffisant pour pour pas avoir de problème avec des personnes qui auraient des ressentis négatifs. Quand même, une expo artistique, c'est pas fait pour rendre les gens pas bien. Hein. Donc, oui, c'est ça, on avait prévu d'appeler le SAMU. Oui, non, donc du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Que tu n'as pas eu le temps de mettre ton... Oui, mais avant... enfin bref, donc oui, c'est cette idée que en fait on va rematérialiser le corps de façon virtuelle, mais du coup, en faisant cette expérience de rêverie augmentée, on va montrer comment l'imaginaire est vraiment relié à la chair et aux émotions. Donc c'est une boucle qui part de quelque chose qui est complètement virtuel et imaginaire et qui va nous conduire à un questionnement, comme tu l'as dit, sur le self-embodiment, donc sur le corps, sur vraiment ce qu'on ressent, mais au plus profond du corps, alors qu'on interagit. Oui, j'ai oublié de dire, il n'y a pas de casque là, il n'y a pas de lunettes, vous rentrez et vous bougez. Donc on n'est pas coupé vous n'êtes pas coupé de votre corps réel, et c'est très important justement pour laisser l'espace à l'imaginaire de se développer avec la perception. Alors, sur ce concept d'embodiment et de chair sensible, de perception de soi, interne, extériorisée, j'aurais bien aimé avoir le point de vue de la phénoménologie. Alors, je vais rebondir sur plusieurs points qui ont été abordés. Donc l'embodiment, je vais en parler. L'imaginaire matériel dans son rapport à un imaginaire qui serait, je peux supposer, formel. Et l'élémentaire. Donc j'ai essayé de jouer le jeu, c'est-à-dire de rester dans le cadre du titre général. Et je partirai aussi d'une citation de Bachelard, et essayer d'articuler les deux, c'est-à-dire, on va dire, l'expérience imaginaire qu'on pourrait appeler au sens large poétique, mais c'est pas restreint à la poésie, elle est artistique en général, disons, ça touche à la poésie, c'est un certain faire, cette imagination au service d'un certain faire qu'on nomme poétique ou artistique, essayer de l'articuler au rôle très difficile à cerner de l'imagination en sciences. Donc le rôle, disons, de l'imagination, puisqu'on parlait de modélisation, etc. Et essayer de rejoindre l'histoire du corps. Alors, le parcours en termes, ça va être un peu rhapsodique, parce que j'avais beaucoup de choses, c'est presque une intervention programme.
Disons, un parcours, je vais partir d'une citation de Bachelard et de Rimbaud, et ensuite un parcours à travers Kant et Husserl, où je vais traiter justement de la question de l'embodiment, de la question de l'imaginaire matériel, etc. Ça ne va pas être très long, ça ne va pas être trop technique, je vais essayer simplement de m'en tenir aux lignes générales. Donc on pourrait résumer, plutôt que, disons, dualisme, je dirais que la pensée qu'on a de l'imaginaire poétique, pour des raisons simples à comprendre, d'une certaine manière, quand on regarde l'histoire de l'art et l'histoire de la pensée de l'art, enfin ce qu'on appelle nous art, mais qui ne s'appelait pas art à l'origine, c'est qu'il y a le schème de la technique. Et le schème de la technique, de l'imaginaire technique, projectif, constructif, qui est prégnant pour penser l'activité artistique et penser l'activité scientifique. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, alors je ne vais pas dire que c'est la technique en tant que telle, c'est une certaine pensée aussi de la technique. C'est ça qu'il faut voir aussi, parce qu'on peut penser la technique de manière beaucoup, je ne sais pas, les travaux de Simondon nous montrent qu'on peut penser la technique, ou Bachelard tout simplement, on peut penser la technique de manière tout à fait différente. Ce qu'il appelle par exemple phénoménotechnique, c'est pas le rapport sujet-objet productif, il n'y a pas de mise à distance d'une certaine manière par rapport à un sujet épistémique. Mais bon, je ne vais pas trop dériver. Donc disons, en résumant, avec ce préalable, une fois qu'on a compris que l'imaginaire poétique, artistique, était orienté vers un poème, c'est-à-dire la production d'un résultat, d'une concrétion qui est issue de cette activité imaginaire qu'on va essayer de caractériser, l'imagination scientifique, quant à elle, est mobilisée au service de la production de concepts, et disons, en jouant sur le même procédé d'élargissement, un théorème, pas au sens strictement mathématique, mais disons quelque chose qui est une concrétion théorique, qui a certaines caractéristiques qui permettent d'en faire un savoir transmissible, etc. Un mathème, pourrait-on dire aussi en un sens élargi. Et donc l'intérêt, on pourrait dire là où le biomorphisme vient bousculer ce schème technique qui structure notre pensée de l'art, puisqu'on pense l'art au départ en philosophie avec Platon comme sur le modèle de la techné mimétiquée, et chez Aristote également, et la mimésis est pensée sur le schème, selon le schème de la technique. Et tout ce qu'on pense de l'imagination est en quelque sorte phagocyté par ça. Et du coup, par contre-coup, la pensée de la science également. Chez Platon, c'est Ludwig, la pensée du paradigme, justement du modèle, est pensée selon le schème de la technique, elle-même entendue dans un sens tout à fait, c'est-à-dire dans l'activité technique, Platon sélectionne un segment, et c'est ça qui va déterminer, qui va mettre sur les rails, en quelque sorte, la dichotomie science-art, d'ailleurs, pour des siècles. Alors, ce que Bachelard, je partirai d'une petite citation de Bachelard, je ne vais pas la lire en entier, c'est tiré de la poétique de l'espace, dans lequel il reprend, sans le citer, mais finalement la fonction de l'imaginaire artistique et poétique, c'est, on pourrait dire, tel que Bachelard la théorise, est quelque chose qui vise à produire ce que Rimbaud dit, un dérèglement des sens. Le poème, et donc, c'est-à-dire un élargissement, c'est là où je rejoins la thématique de l'Einfühlung, c'est élargir, procéder à une sorte d'extension, d'élargissement des cadres ordinaires de l'expérience. Et donc, l'imaginaire sert à ça. Donc, il joue un rôle constitutif transcendantal, disons-le pour dire des gros mots. Donc, voilà. Et donc, ce dérèglement des sens vise justement, comme le dit Rimbaud, il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, comme celles de tout à l'heure, qui sont potentielles dans l'expérience dont Nathalie parlait. Mais il dit qu'il faut être né poète, et je me suis reconnu poète à partir du moment où il en a fait son programme. Alors, Bachelard, donc je vais commencer par le premier point, donc imagination artistique, imagination poétique, c'est une sorte d'exploration sauvage de l'expérience. Allons plus loin, c'est même, comme le suggère Bachelard dans ce texte, une phénoménologie sauvage. Alors, c'est une phénoménologie sauvage qui bouscule justement notre schème de l'imaginaire, on pourrait dire du rapport sujet-objet, et de cette espèce de face-à-face qui, même dans la pensée de l'art pictural, qui sert de modèle pour penser le rapport au modèle, qui suppose donc un face-à-face, et la transposition, la reproduction sur un autre support, etc. Donc il y a toute une pensée de la mimésis qui est sous-jacente. Et Bachelard caractérise donc l'image poétique par plusieurs traits qui me semblent tout à fait significatifs.
Elle est tout d'abord, c'est une image qui est transsubjective. Transsubjective à tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'elle bouscule le rapport de sujet à sujet, mais surtout elle bouscule le rapport de sujet à objet. Et elle est par ailleurs matérielle, on l'a dit aussi, et ça c'est à mettre en rapport avec un caractère qui, moi, je n'arrive pas encore à le théoriser, mais je sais qu'il est présent dans la pensée du vivant chez Kant. Elle est centrale dans le concept du vivant, ce qu'il appelle la finalité objective interne. Et elle est présente aussi dans ce qui est, à mon sens, le plus prometteur dans la phénoménologie husserlienne, qui reprend en fait le programme qui était suggéré tout à l'heure par Giuseppe, et qui était de réinjecter le potentiel de la troisième critique pour repenser les conditions de possibilité de la science et de la connaissance de la deuxième et de la première critique. Donc, donc ce côté variationnel, comment dire, est en prise, nous oblige à penser différemment, on pourrait dire l'élémentaire, justement. Et pourquoi ? Parce que quand on parle de matière, on parle de quelque chose qui est, par définition, divisible. Le problème, c'est que les schèmes de la division et de la partition, surtout quand on essaie de les investir scientifiquement, sont conçus de manière rigide. C'est-à-dire que les éléments, même en prenant la théorie des éléments, disons des présocratiques, a priori, en tout cas même si ce n'est pas explicitement dit, parce que Galilée n'est pas passé par là, les éléments sont supposés être identiques. Identiques, c'est-à-dire les éléments feu, les éléments air, même si on sait que ce n'est pas le feu, l'air au sens naïf du terme, puisque ça désigne des propriétés. Chaque théoricien en pédagogue vise certaines choses, Aristote en vise d'autres, etc. C'est à chaque fois certaines propriétés, une combinatoire de propriétés qui sont finalement relativement abstraites. Par exemple, chez Aristote, c'est le lourd, le léger, le sec et l'humide, et c'est cette combinatoire qui est en réalité à l'œuvre. Et chez Descartes, on aurait aussi une théorie des éléments dans la fable du monde. Et donc, Bachelard, donc j'ai déjà parlé trop longuement, non ? Non. Alors, Bachelard dit ceci, je vous lis le passage, deux passages. Alors, je disais donc, transsubjective, variationnelle, et donc ça implique une certaine pensée de la matière, une imagination de la matière, et une théorie qui est, disons-le clairement, une théorie des partitions. Théorie, c'est-à-dire on part à la matière, c'est ce qui est divisible, donc disons que c'est un tout d'un certain type qu'on peut diviser. Le vivant, on le sait, on ne peut pas le diviser n'importe comment. Voilà. Donc, et donc déjà là, on touche à quelque chose, si la matière est elle-même une sorte de germe de vivant, de potentiel de type biologique, avec un potentiel de forme spécifique, typique, etc., eh bien, on ne peut pas diviser ça n'importe comment. On ne peut pas arriver, ce n'est pas des parties homogènes, etc. Et donc, je vais juste lire la citation de Bachelard. Donc, il nous est apparu alors que cette transsubjectivité de l'image ne pouvait pas être comprise en son essence par les seules habitudes de référence objective. Seule, et c'est là où on en vient à un point qui m'intéresse, seule la phénoménologie, c'est-à-dire la considération du départ de l'image dans une conscience individuelle, peut nous aider à restituer la subjectivité des images, à mesurer l'ampleur, la force, le sens de la transsubjectivité de l'image. Toutes ces subjectivités, transsubjectivités, ne peuvent être déterminées une fois pour toutes. L'image poétique est en effet essentiellement variationnelle, elle n'est pas, comme le concept, constitutive. Sans doute, la tâche est rude, quoique monotone, de dégager l'action mutante de l'imagination poétique dans le détail des variations de l'image. Et un peu plus loin, quand il essaie d'expliquer, et donc là il part bien qui n'est pas une phénoménotechnique, ça c'est le volet phénoménologique côté épistémologie chez Bachelard, mais il y a aussi une phénoménologie du côté poétique de Bachelard. Et c'est dans ce texte, c'est particulièrement net, qu'il oppose à la psychanalyse, au sens bachelardien, et qu'il oppose aussi à la psychologie. Il dit qu'il y a une approche spécifiquement phénoménologique. Pourquoi ? Parce que l'image, même comme ça, elle n'a de sens, elle n'a d'existence d'être, elle n'apparaît que pour une conscience. Simplement, elle n'apparaît pas pour une conscience sur un mode qui est celui du face-à-face. Et donc, c'est une conscience, on pourrait dire, par intropathie, c'est une conscience dans l'image, et pas une conscience en face de l'image qui produit l'image, etc. Et il poursuit sur cette citation, je vais peut-être m'arrêter là d'ailleurs. Pour les lecteurs de poèmes, l'appel à une doctrine qui porte le nom, si souvent mal compris, de phénoménologie, risque donc de ne pas être entendu.
Pourtant, en dehors de toute doctrine, cet appel est clair. On demande au lecteur de poèmes, et on pourrait aller plus loin aux spectateurs d'images, etc., de ne pas prendre une image comme un objet, encore moins comme un substitut d'objet, donc selon le modèle de la reproduction ou de la mimésis, mais d'en saisir la réalité spécifique, et on pourrait dire presque typique. Donc il y a un côté spécifique, etc. Il faut pour cela associer systématiquement l'acte de la conscience donatrice au produit le plus fugace de la conscience, l'image poétique. Au niveau de l'image poétique, la dualité du sujet et de l'objet est irisée, miroitante, sans cesse active dans ses inversions. Dans ce domaine de la création de l'image poétique par le poète, la phénoménologie est, si l'on ose dire, une phénoménologie microscopique, qui rejoindrait d'autres aspects qu'on connaît en épistémologie, la topologie, on pourrait dire, c'est, en tout cas chez Weil, ça donne lieu à se développer. Enfin, pas la topologie, plutôt la forme de géométrie différentielle qui développe, qui est sous le titre de Nahe-phénoménologie. C'est une Nahe-géométrie, c'est une géométrie, on pourrait dire, hyperlocale, où les distances, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais où toutes les propriétés géométriques standards, disons de la géométrie classique, sont valides dans l'infiniment petit, mais pas transposables à tout l'espace de façon, on pourrait dire, pas généralisable comme ça. Et cette micro-phénoménologie à laquelle nous appelle Bachelard, ce qui veut dire aussi, en fait, en termes poétiques, chaque image, chaque production poétique est une sorte de point de départ d'un univers et d'un monde possible. Et ça rejoint d'autres thématiques. Voilà. Donc c'est un petit peu, comme je vous l'avais dit, rhapsodique, et je dis le cinquième, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Nathalie, tu avais une réaction? Je voudrais juste une petite anecdote, parce que quand je vous ai entendu parler de l'imagination ressentie comme étant le possible moteur du dérèglement de la science, il faut savoir que quand la réalité virtuelle s'est constituée dans les années 80 en tant que domaine de recherche, alors que c'était un domaine qui venait surtout du milieu industriel et militaire, il y a eu beaucoup de discussions entre les chercheurs pour savoir quelle allait être la définition vraiment stricte de ce qu'était la réalité virtuelle, en termes techniques, en termes de connaissances. Et en fait, il y avait un débat entre les pros I carré et les pros I cube. Alors évidemment, ce ne sont pas des philosophes, donc je vais expliquer ce que c'est. Donc il y avait ceux qui défendaient que pour définir la réalité virtuelle, il fallait vraiment la définir par 2 points, interactivité et immersion. Interaction, immersion. Et puis ceux qui disaient non, c'est les I au cube, immersion, interaction et imaginaire. Et imaginez qui a gagné, évidemment, c'est donc le clan des I carrés, en disant mais non, bien sûr qu'on peut faire de l'imaginaire avec la réalité virtuelle, mais ça c'est réservé aux artistes, donc ça ne fait pas partie du monde de la réalité virtuelle. Donc c'était une anecdote pour montrer. Excellente anecdote, oui, puisque nous avons du I au cube. Voilà, puisque donc l'imaginaire de l'espace notamment, et de la production poétique de la matière dans l'espace, puisqu'après tout l'espace c'est le réceptacle de la matière, c'est là où la matière se révèle. Et donc nous avons Julie Pelletier qui travaille sur cette idée d'une occupation de l'espace de façon biomorphique. Donc Julie, parle-nous un petit peu de ton travail, parle-nous de ta manière d'habiter l'espace et d'y créer des formes sensibles qui sont les formes du vivant dans un milieu, qui n'est pas l'abstraction de l'espace, mais qui au contraire... C'est ça. J'ai un souci dans mes réalisations plastiques de travail dans l'espace, ou par des installations qui sont vraiment, qui ont vraiment une grande échelle humaine, ou des sculptures posées, mais qui viennent s'immiscer dans votre espace et qui viennent en relation avec le spectateur. Je vous ai préparé quelques images avec les œuvres qui sont présentées à l'exposition. Donc j'ai fait très simple, j'ai fait mes inspirations, les matériaux avec lesquels je travaille et l'œuvre qui est présente à l'exposition. Donc pour celle-ci, j'ai travaillé en m'inspirant de la toile d'araignée. J'ai travaillé avec le matériau, c'est du filet, et ensuite des petits éléments créés avec du nylon, du cuivre. Voilà, donc ça c'est une installation dans laquelle le spectateur est invité à pénétrer. Voilà, et on parlait justement en amont
avec Carlos qui me dit mais ce n'est pas très confortable pour l'adulte, cette installation. Les enfants, c'est à leur échelle, ils peuvent aller à différents niveaux. Et je lui ai dit, mais c'est justement l'intérêt. L'intérêt est de questionner le spectateur et de se mettre un petit peu en confrontation avec un espace quand il est comment je peux dire, perturbé par rapport à un espace, un couloir, enfin voilà, un espace habituel, contrarier un peu ça et contrarier le déplacement. Ce sont des pièces qui sont aussi à sentir et à ressentir, c'est-à-dire que le matériau, pour moi, est aussi important que le résultat, que la forme. Donc, voilà, je sollicite le spectateur à venir toucher, effleurer la matière. Ici, c'est une autre installation, donc vous n'avez pas de photo au sein même de l'installation, ça c'est encore dans mon atelier. Ce sont des grands bras réalisés en mèche de coton. Donc voilà, donc je me suis inspirée des constructions animales. Ici, je vous ai mis les nids, mais il y a aussi ces constructions de termites. Voilà. Donc, pardon, ouais, suivant. Voilà, là c'est dans la salle d'installation, la salle d'exposition. Voilà, donc c'est installé dans un couloir, pour ceux qui ont vu. Elle s'appelle Forêt fantasmée. Après, chacun fait son interprétation. En tout cas, l'idée, c'était un espace à traverser, à déambuler comme ça entre ses bras. Voilà, donc ils sont là, ils peuvent bouger, ils sont interactifs avec le spectateur. Voilà. Les morceaux de miroir sont présents pour créer une profondeur et questionner notre notion et notre perception de l'espace dans lequel on passe. Ici, celle-ci, elle est à observer, surtout pas à toucher parce qu'elle est très fragile. Mais voilà, donc je me suis inspirée de ça. L'intérêt de la matière que j'ai utilisée, c'est qu'elle vit encore, elle se transforme selon la chaleur, selon ce qui se passe sur elle, elle évolue parce que par rapport à la précédente, je venais de la réaliser, elle était toute ouverte et là avec la chaleur, tous les bras de résine se sont affaissés. Voilà, donc et dans la salle d'exposition, elle est encore différente puisque j'ai un des morceaux de résine qui est cassé, mais elle fait partie toujours de l'œuvre. Voilà, c'est pas parce que c'est cassé que ça n'existe plus, donc elle est présentée telle qu'elle. Alors, Madame là, c'est une pièce, vous verrez ensuite, elle est installée au sol, elle est composée de deux structures vraiment principales. Il y a cette grande sphère, vous avez le détail sur la gauche. Donc j'utilise, comme vous avez remarqué, des matériaux industriels. Ici, la petite boule de colle que vous voyez, en fait, ce sont des chutes que j'ai récupérées lorsque j'ai travaillé tout ça. Ça, ces petits points de colle, en fait, ce sont des grands amas qu'il y a au sol. Voilà. Et je me suis dit, je vais créer ça, mais ça, vous allez voir, ça a plus un rôle de matrice sur l'œuvre terminée. Et au sol, vous avez ces grands bras, voilà, de points de colle qui se répandent sur le sol. Alors, ils font presque corps avec le sol, hein, donc là, ils sont... c'était une photo, déjà, ils avaient un peu souffert, hein, ils étaient écrasés. Voilà, le spectateur, en règle générale, a le nez comme ça, mais rarement planté sur le sol, et donc, en général, il marche dessus. Ça fait partie du jeu, hein, elle est un petit peu abîmée, d'ailleurs, j'ai constaté, mais bon, 3 mois d'exposition, c'est long, donc elle a eu le temps de vivre un peu. Voilà, celle-ci, Madame 2, donc qui est constituée pareil, elle est en 2 éléments, 2 structures. Il y en a une posée sur un poteau de bois et ensuite une suspension. Donc elles sont en relation directe. Voilà, merci Pascal, tu es parfait. Et donc, maintenant je veux bien que tu reviennes en arrière, c'est bien. Merci. Donc voilà, donc l'inspiration, comme vous pouvez le voir, vient de cette forme un peu voilà, de la méduse, avec une tête centrale et tous ces fils. L'idée, c'est vraiment d'envahir, dépasser des limites. Il n'y a pas vraiment de frontières. J'aime pas les frontières en sculpture. Donc, voilà, ces bras qui s'étendent dans l'espace. Et ensuite, je m'intéresse beaucoup à ce que font ces araignées, parce qu'elles sont quand même assez extraordinaires. Et pas que lorsqu'elles font une toile. C'est-à-dire que ce sont des mamans surprenantes et très protectrices. Donc là, ce sont des œufs qui sont... bon, là, c'est un détail, mais après... là, je veux bien, par contre, que tu passes à la suivante. Dans la suspension, voilà, vous avez ici, je me suis inspirée de ces œufs d'araignée. Cette variété d'araignée protège une fois de plus
ces cocons dans une sphère qui est donc fermée, mais un peu, ça fait penser un peu à du papier japonais, c'est-à-dire que très très léger, on peut voir à travers ce qui se passe. Donc c'est un effet de protection, mais tellement tenu comme ça que, en fait, je ne sais pas si vraiment ça sert à quelque chose. Et donc là, c'est un peu cette idée, c'est-à-dire qu'ils sont dedans, mais si jamais le spectateur, ou même s'il y a de l'air qui passe, il y a un mouvement qui se crée et il y en a qui tombent. Donc voilà, et hier, c'est un exemple très personnel, ma fille est venue et ils les ont enlevés, et ils les ont remis, et ils les ont fait tourner, c'est retombé, ils les ont re-remis. Et voilà, c'est ça qui est plaisant, quoi. C'est qu'il y a une interaction qui se passe avec le public. Est-ce qu'on peut dire que votre travail est déterminé aussi en partie par le fait de transformer des espaces vides, des espaces abstraits, des espaces froids, en abri, en cocon, en espace d'intimité, puisqu'il y a beaucoup de thèmes là qui sont liés à l'œuf, à la gestation, à la reproduction, à la toile de l'araignée, enfin... La notion d'intimité, en fait, il y a plein de choses. Plus on échange avec les gens, et c'est ça qui est bien ici, c'est que on remet en question pas mal de choses dans notre travail. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, une sorte d'intimité et même de quelque chose de très, d'une expérience très personnelle en fait peut se faire à travers l'expérience qu'on peut faire quand on traverse une œuvre. Et cette notion d'intimité, je crois que je vais la travailler de plus en plus. Mais on n'a pas conscience toujours de ce qu'on fait. Et quand on échange, et on se rend compte de certaines choses. Et donc voilà, donc l'intimité en fait partie. Je trouve que créer une intimité, et donc on perd de la pudeur parce qu'on est un peu, surtout dans le couloir où on se dit mais on est un peu seul, et donc on peut se permettre d'expérimenter et de vivre une pièce voilà, tranquille. Voilà, ça, je veux dire. Prendre le temps et de ne pas avoir les regards d'autres visiteurs, par exemple, dans une salle d'exposition, et de créer comme ça une intimité dans une installation. Je trouve que c'est important. D'accord. D'une certaine façon, si, mais c'est une façon peut-être d'animer l'espace, de retrouver ou de mettre dans cet espace quelque chose qui renvoie à un soi intime, intérieur. Donc, en fait, c'est une espèce d'extimité, quoi. Hein, c'est prendre possession de ce qui est autour de nous, et voilà. Alors ça dépasse peut-être le concept d'empathie, justement. C'est-à-dire le fait que, au lieu de se dire je projette et je me réapproprie, non, je transforme réellement, matériellement mon espace. C'est-à-dire je fais des dispositions, des installations, des choses qui sont en fait mon œuvre, et donc qui sont d'une certaine manière qui renvoient à mon intimité active, à mon animation. Ouais. C'est profond ce que tu dis. Oh, merci. Voilà, je pense qu'on arrive au bout. Est-ce que Julien veut ajouter quelque chose pour une conclusion bachelardienne? Je voudrais rajouter deux petites choses. D'abord, on a parlé beaucoup à propos de cette poétique élémentaire de Bachelard, simplement de l'eau, la terre, le feu, l'air, sans vraiment expliquer qu'est-ce que Bachelard finalement mettait derrière ces mots. Il faut bon, pour ceux qui n'auraient pas lu cette magnifique partie de l'œuvre bachelardienne, il faut savoir que cette tétravalence chez Bachelard, ces quatre mots eau, terre, feu et air, en fait, recoupent son prétexte en fait chez Bachelard à regrouper un certain nombre de thématiques poétiques, symboliques extrêmement fortes et diverses. Par exemple, derrière l'eau, donc il y a le sentiment esthétique à l'égard, Nathalie l'a évoqué, à l'égard du ruisseau, du reflet, il y a le mythe de Narcisse qui est derrière. Derrière le feu, Bachelard projette aussi non seulement toutes les variétés de feu, hein, le feu de forêt, le feu, mais aussi la braise à la cheminée, l'âtre, mais aussi la passion érotique, aussi le brûlot, l'alcool, l'eau de vie, etc. Donc en fait, chaque élément est prétexte donc à faire une classification poétique extrêmement large, hein, auquel les simples mots présocratiques au terre-feu ne sont pas suffisamment parlants, donc on n'est pas vraiment rentré vraiment dans les textes bachelardiens. Et en particulier sur la terre, puisque là je vous ai donné des exemples sur l'air et sur l'eau, dans la terre, les thématiques que Bachelard range sous le tempérament poétique terrestre, c'est beaucoup des thématiques qui sont liées à la protection, parce que la terre c'est la grotte, c'est la racine qui cherche son ancrage, et Bachelard y associe des thématiques poétiques ou littéraires comme la chaumière dans les contes, tous ces lieux de refuge, la carapace, la coquille chez l'animal. Et quand on comprend en fait que derrière ces mots qui ont affaire
à des éléments inertes, au terre-feu, qu'en fait Bachelard range des chapitres de l'imagination poétique qui ont tout à voir avec le vivant. On comprend, parce qu'en fait derrière la terre, les chapitres de Bachelard, dans la terre et la rêverie du repos, s'appellent le serpent, s'appelle l'arbre, s'appelle la racine. Et là, on comprend vraiment tout l'univers poétique. Par exemple, à travers la coquille ou la carapace, on retrouve l'univers qu'on avait un peu plus tôt dans la journée de Terusha Suzuki, et bien sûr l'univers ici de Julie. Et le deuxième élément que je voulais rajouter, donc ça c'était juste pour préciser un petit peu l'intérêt de Bachelard par rapport au polymorphisme, qui n'est pas lisible quand on tient en fait au titre des ouvrages. Mon deuxième apport serait un peu provocateur à l'égard des rapports art-sciences. Est-ce que, Pascal, tu pourrais mettre, s'il te plaît, le texte de Bachelard, qui était le deuxième, je crois, qui suivait dans les diapositives PowerPoint de tout à l'heure. Alors, c'est un texte dont je sais que Nathalie n'aime pas du tout, puisque c'est un texte, en fait, du Bachelard, du jeune Bachelard, qui était en train de réfléchir donc simplement aux possibilités de la science et à ce qu'il appelait les obstacles épistémologiques qui venaient entraver la démarche du bon scientifique qui doit atteindre la vérité. Et dans cette démarche bachelardienne d'atteinte d'une vérité objective, ce jeune Bachelard présente l'imaginaire et la rêverie comme étant un obstacle épistémologique à surmonter. Et donc, je lis le texte qui est provocateur par rapport au rapport art-science, et ensuite, parce que je ne voudrais surtout pas que vous gardiez de Bachelard uniquement cette image, c'est pas du tout le but de ce texte-là, mais c'est plutôt d'ouvrir de manière provocatrice le débat entre art et science. Je lis le texte d'abord de Bachelard, donc extrait de la psychanalyse du feu. La psychanalyse de l'esprit scientifique surprend une continuité de la pensée et de la rêverie, et elle s'aperçoit que dans cette union de la pensée et des rêves, c'est toujours la pensée qui est déformée et vaincue. Il est donc nécessaire, comme nous l'avons proposé dans un ouvrage précédent, de psychanalyser l'esprit scientifique, de l'obliger à une pensée discursive qui, loin de continuer la rêverie, l'arrête, la désagrège, l'interdit. Et Bachelard va jusqu'à dire, en fin de ce chapitre, l'abstraction scientifique et la guérison de l'inconscient. Et donc, c'est un texte qui est extrêmement violent à l'égard de la poésie et de l'art, puisque Bachelard est en train de nous expliquer qu'en gros, on peut être ou bien poète et artiste, ou bien scientifique, mais pas les deux. Et qu'au moment où une personne se dirige vers la science, et donc vise l'objectivité scientifique, il faut qu'il arrive, le bon scientifique, en ce sens bachelardien, à mettre de côté son imaginaire et sa rêverie. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut lire le texte. Mais si on poursuit la lecture des textes de Bachelard, et même y compris à l'intérieur de la psychanalyse du feu, on comprend en fait que ce caractère très violent de ce texte de Bachelard envers l'imaginaire poétique a été dépassé très vite par Bachelard lui-même. Et qu'en fait, plutôt qu'une évacuation de l'imaginaire et de la rêverie du côté scientifique, ce que propose Bachelard, c'est plutôt une prise de recul, mais l'imaginaire et la production poétique restent le moteur de la créativité, aussi bien esthétique que scientifique. Alors ça ne veut pas dire que, bien sûr, le scientifique ne doit pas prendre ses projections imaginatives de manière directe et sans prise de recul, mais il n'y aurait pas de science sans cette impulsion créative qui nous vient de l'imaginaire et de la poésie. Et c'est ça le message que je voudrais qu'on retienne de Bachelard, même si j'ai présenté ce message en partant de ce texte extrêmement violent, un petit peu provocateur. Merci.